Messieurs, bonjour, merci beaucoup à l'ICES pour m'avoir invité et au général pour avoir organisé et à tous les participants. Donc ma problématique sera la suivante, c'est est-ce que le cyberespace connaît des frontières? Finalement, je suis amené à parler de cyberespace dans un colloque qui concerne les frontières, qui est un espace qui par définition a assez peu de frontières. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas du tout, donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. D'abord, tout dépend comment est-ce qu'on définit réellement le cyberespace. Moi, je ferai une distinction entre deux éléments principaux. D'abord, l'information qui circule en tant qu'information, c'est-à-dire ce qu'en économie on appelle des biens informationnels, c'est-à-dire concrètement des actualités, des données, des choses comme ça qui sont immatérielles et qui ont de la valeur même lorsqu'elles restent immatérielles. Et vous avez ensuite les entreprises et les biens qui agissent au travers d'Internet, mais qui restent très ancrés dans le monde réel. C'est-à-dire que vous avez encore je ne sais pas moi, quand vous avez des plateformes logistiques qui utilisent Internet, vous avez quand même des conteneurs, des bateaux, etc. Tout ça est bien ancré dans le monde réel et donc connaît beaucoup plus de frontières. Parce que finalement, pour donner une réponse simple, et de toute façon, vu le temps, je pense que je serai très rapide ce matin et un peu plus long, j'espère, cet après-midi, je dirais que la réponse simple, c'est que les frontières s'appliquent encore dans le monde matériel, beaucoup plus que ce qu'on voudrait parfois le croire dans le monde du numérique, on va dire. Mais en revanche, sorti de là, en ce qui concerne les biens informationnels et l'information au sens le plus brut, là, en revanche, je vois vraiment que les frontières ont énormément de mal à s'appliquer, et quoi que dise le droit, je vois qu'il est souvent contredit par la réalité. C'est extrêmement difficile de limiter la diffusion d'une information. Déjà, je note quand même une différence fondamentale entre le cyberespace et les sujets dont on a parlé, c'est tout de même l'absence de rareté. Parce que finalement, les questions de souveraineté se posent souvent parce qu'il y a des questions de rareté. Lorsqu'on a une quantité de pétrole, une quantité de poissons, une quantité d'eau territoriale, enfin une quantité d'océan qu'on peut exploiter d'une manière ou d'une autre, là évidemment tout le monde se les dispute. Maintenant, lorsqu'il s'agit de produire de l'information, que ce soit des actualités, de l'information financière ou autre chose, il n'y a pas ce problème de rareté. Donc finalement, le côté qui va s'approprier vraiment le cyberespace, c'est pas tellement pertinent en l'occurrence. Ce qui va plutôt compter, c'est en matière de frontières, c'est comment est-ce que je peux embêter le voisin, éventuellement en l'empêchant d'utiliser correctement les infrastructures qui permettent de faire circuler l'information. Et ça nous fait retomber rapidement sur des questions matérielles. Donc cette absence de rareté est quand même quelque chose de fondamental et qui fait que finalement les conflits de frontières sont peut-être beaucoup moins présents dans le cyberespace. Et il y a beaucoup d'autres conflits, mais pas forcément sur les frontières elles-mêmes. On pourrait se dire quel est le lien entre cette question de biens informationnels et les frontières. Et moi je dirais que les frontières, si j'en prends ce que j'en comprends jusqu'ici, c'est que c'est avant tout un espace d'exercice de la souveraineté. Et trop souvent, à mon avis abusivement, mais à la limite mon avis n'a pas d'intérêt ici, les souverains ont eu tendance à considérer que le contrôle de l'information faisait partie intégrante de leur souveraineté. Donc finalement, on voit un lien se dessiner entre contrôle de l'information et l'exercice de la souveraineté au sein de frontières. Donc historiquement, on a à peu près réussi à contrôler l'information, même si on peut remonter assez loin en arrière et voir déjà qu'il était difficile d'arrêter la circulation d'idées. Mais on va dire que c'est là où il est intéressant de s'intéresser à la technologie, c'est-à-dire qu'à l'époque du papier, on pouvait encore, par exemple, on pouvait essayer de contrôler le commerce de papier. On pouvait limiter l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, ce qui aujourd'hui semble beaucoup plus difficile. Et surtout, la volonté a changé. Aujourd'hui, au contraire, on cherche plutôt à en promouvoir l'apprentissage. On pouvait brûler des livres, on pouvait arrêter des imprimeurs, etc. Enfin, plus tard, lorsque l'imprimerie est inventée. Donc, globalement, même si ça n'a pas empêché, par exemple, la réforme protestante de se développer, notamment grâce à la circulation de nombreux écrits qui circulaient de manière illégale sous le manteau, il y avait quand même des choses matérielles. L'État avait encore un moyen d'action là-dessus. Aujourd'hui, les choses sont très différentes, c'est-à-dire que la circulation d'informations passe essentiellement par Internet.
Donc, pour comprendre dans quelle mesure les frontières peuvent s'appliquer dans le cyberespace, il faut comprendre comment fonctionne Internet. Et là, je serai obligé d'être extrêmement rapide et de survoler le sujet. Mais ce qu'on peut dire essentiellement à propos d'Internet, c'est que c'est une infrastructure qui est très internationale et qui, en réalité, souffre assez peu de la souveraineté, enfin de l'exercice parfois abusif de la souveraineté de certains États sur l'ensemble de son réseau. Ou plutôt, devrais-je dire, de ces réseaux. Puisque Internet, j'en fais un très très rapide historique, c'est un projet qui certes est né aux États-Unis, qui certes a été financé essentiellement par des fonds publics pendant peut-être une bonne vingtaine d'années à peu près, mais disons que la seule chose qui lui a permis d'abord de se développer à si grande échelle, alors il serait intéressant de noter d'une part que certes le financement est public, mais souvent les opérateurs qui ont développé les technologies à la base d'Internet, que ce soit les aspects théoriques sur les protocoles de transmission d'informations ou que ce soit les aspects pratiques sur vraiment les serveurs, les câbles, fibre optique, choses comme ça. Ce sont des choses qui sont assez largement dues au privé, en partenariat avec le public, parfois de manière indépendante, etc. Enfin, globalement, on a eu cette dynamique public-privé. Et puis, le net reste relativement confidentiel jusqu'en 1993, où il est ouvert aux applications non plus uniquement scientifiques et gouvernementales, mais aux applications commerciales. Et c'est là que se produit un tournant très intéressant, c'est que les Américains, puisqu'il s'agit des Américains, qui pourtant auraient pu souhaiter exercer un contrôle très strict de l'Internet, puisqu'ils en avaient finalement financé la création, et que l'ancêtre du réseau Internet, qui s'appelait ARPANET, vraiment démarre aux États-Unis. Si vous regardez l'évolution des cartes d'Internet, ça part de Stanford, Berkeley, puis Chicago, New York, etc. Ils auraient pu exercer un contrôle très strict. Ils ont décidé de laisser finalement les choses se faire, et les choses se sont faites de manière très décentralisée, très ouverte, et finalement avec très peu d'exercice de souveraineté. C'est-à-dire que les protocoles qui font fonctionner Internet sont essentiellement des protocoles ouverts, qui évoluent sous l'œil du public et sous l'impulsion de groupes d'experts qui sont généralement réunis dans des organisations à but non lucratif, qui généralement mélangent des experts de beaucoup de pays différents, et qui décident ensemble de quelles sont les prochaines évolutions techniques qui vont affecter Internet. Or, les choix techniques qui ont été faits jusqu'ici pour Internet, ce sont des choix qui reposent sur la décentralisation. C'est-à-dire qu'une différence fondamentale qu'on ignore parfois, pour ceux qui ont connu le Minitel, une différence fondamentale entre le Minitel et Internet, et qui fait que le Minitel n'aurait jamais pu devenir Internet, donc il n'y a pas besoin de pleurer sur le Minitel, c'est que le Minitel était centralisé. C'est-à-dire que France Télécom contrôlait le Minitel et l'État contrôlait France Télécom. Donc indirectement, mais pas si indirectement que ça, M. François Mitterrand ou M. Jacques Chirac pouvaient, en un coup d'interrupteur, éteindre le réseau Minitel. Donc on peut, j'exagère, mais enfin, vous voyez que on pourrait dire que ça aurait pu se faire assez vite, en tout cas, en cas de crise majeure. Évidemment, est-ce qu'on imagine des puissances étrangères se mettre sur une forme de réseau dont une entreprise française à fonds public et à contrôle public à l'époque avait le doigt sur l'interrupteur, on va dire? On imagine assez mal que ça aurait pu se passer. Alors pourquoi ça s'est passé pour Internet? Eh bien parce que Internet avait justement cet aspect beaucoup plus flou dans la gouvernance, mais en tout cas qui ne dépendait pas d'une seule entreprise, qui ne dépendait pas d'un seul pays, et où globalement on a accepté tous ceux qui voulaient rejoindre le réseau Internet. Donc il y a eu ce choix de décentralisation et ce choix aussi de faire cohabiter beaucoup de technologies différentes qui ont permis de faire évoluer le réseau au rythme de chacun des pays. C'est-à-dire qu'au départ, Internet s'est appuyé sur l'infrastructure des réseaux téléphoniques existants, ce qui lui a permis déjà de connaître une certaine taille et une masse critique d'utilisateurs atteinte très rapidement. Il n'y a pas eu besoin de reconstruire un réseau à partir de zéro. Ensuite, ce sont les nouvelles formes de réseaux comme l'ADSL, le câble et plus tard la fibre optique ou encore les réseaux satellites ont permis de faire cohabiter des réseaux rapides avec des réseaux beaucoup plus lents, mais qui avaient tous accès à un même contenu. Et ce contenu, encore une fois, ne pouvait pas être éteint à partir d'un point central,
puisque Internet, ça n'est rien d'autre finalement que des ordinateurs qui communiquent entre eux par des réseaux, mais qui communiquent par des chemins qui peuvent être extrêmement souples. C'est-à-dire que pour accéder à un ordinateur, un serveur qui contient des données qui se trouvent en Irlande, je peux très bien aller directement en Irlande ou passer par le Royaume-Uni ou passer par Singapour, la Russie, les États-Unis, puis revenir en Irlande. Les données transitent à la vitesse de la lumière et de manière très souple sur le réseau. C'est un des aspects qui fait sa force, sa résilience et vraiment sa souplesse. D'autre part, on a un Internet qui est non seulement décentralisé, mais qui est aussi unifié, au sens où, effectivement, aujourd'hui, il existe, alors même s'il existe des réseaux qui peuvent ou pas se connecter à Internet, et chaque réseau local a la liberté ou non de se connecter à Internet, mais de fait, aujourd'hui, lorsque les gens s'abonnent à un réseau de télécommunications informatiques, généralement, ils veulent accéder au World Wide Web, 3W, qu'ils veulent accéder au web, et actuellement, il n'y en a qu'un seul de web. C'est-à-dire que depuis n'importe quel pays qui est connecté au réseau Internet, vous avez normalement accès, je dis bien normalement, je vais revenir sur les limitations, vous avez accès à l'ensemble de toutes les données qui sont elles-mêmes, enfin de tous les serveurs qui sont eux-mêmes reliés au réseau Internet. Ça nous semble une évidence aujourd'hui, et pourtant ce n'était pas une évidence dans sa construction, et ce n'est même pas une évidence d'ailleurs pour l'avenir du réseau Internet. Le 1er avril dernier, et ce n'est pas une blague en l'occurrence, la Russie a fait des tests pour voir comment elle pouvait se couper d'Internet, pour voir comment est-ce qu'elle pouvait continuer à faire fonctionner ses réseaux informatiques à l'intérieur du pays, tout en coupant les accès à tous les réseaux à l'extérieur du territoire russe. Et ce sont des choses qui, pour l'instant, sont assez difficiles à faire pour la Russie, beaucoup plus faciles à faire pour la Chine, et là vous m'arrêterez si je me trompe, mais par exemple en Chine, on a quelques points d'entrée, quelques points d'interconnexion avec le reste des réseaux mondiaux qui sont reliés à Internet, et ils sont essentiellement contrôlés par des entreprises, alors là je connais mal leur statut juridique, mais qui sont publics ou privés, mais contrôlés par des copains du régime, etc. Donc tout ça avec une transparence toute chinoise, qui fait que globalement le gouvernement a la main sur Internet, même si, malgré tout ça, il peine quand même à couper totalement les communications. C'est le problème lorsqu'on a fait goûter la liberté aux gens, c'est qu'on a du mal à leur retirer. Et finalement, probablement que des pays comme la Chine ou la Russie regrettent probablement d'être arrivés un peu en retard technologiquement dans la course pour ne pas avoir pu construire leur propre Internet qu'ils auraient réservé à leurs habitants. Toutefois, s'ils avaient fait leur propre Internet, probablement que cet Internet aurait eu assez peu d'intérêt, parce que si c'est pour chanter la gloire du régime, généralement les contenus ne sont pas forcément très intéressants, très stimulants, et généralement ce qui intéresse les gens, c'est précisément la liberté d'expression sur Internet. C'est pour ça que les intranets ne sont souvent pas intéressants, alors que l'Internet est vraiment intéressant. Bon, toutefois, on a vu aussi tout récemment qu'un pays comme l'Iran, qui a aussi très peu de points d'interconnexion avec le reste du réseau mondial, a réussi, avec un succès jamais atteint auparavant, à couper le pays du reste du réseau Internet, suite aux troubles qui se passent actuellement en Iran. Donc, finalement, c'est difficile, mais on se rend compte que dans des pays où l'infrastructure physique, puisqu'on retombe toujours, c'est ça qui est intéressant avec le numérique, c'est qu'on retombe toujours, tôt ou tard, sur des questions quand même d'ordre physique. Eh bien, si vraiment l'État a la main sur toutes les infrastructures physiques, et je dis bien toutes les infrastructures, c'est-à-dire ça va être le téléphone, le câble, le satellite, les réseaux de fibre optique, les réseaux de téléphone mobile, à ce moment-là, effectivement, au prix de gros efforts, il est possible à peu près de contrôler Internet. C'est pour ça que dans nos démocraties occidentales, c'est pas plus mal que l'État ne contrôle pas directement les entreprises de télécommunications malgré toutes les réglementations qui persistent. C'est ce qui assure le fait que les États ne peuvent pas de manière arbitraire couper l'accès à l'information aux citoyens. Est-ce que ça veut dire pour autant que parce que la Russie, la Chine et l'Iran arrivent à mieux que nous finalement à établir une forme de souveraineté sur leur Internet, est-ce que pour autant il faut agir comme eux ? Évidemment, je ne pense pas. Parce que d'abord, on parle souvent de puissance économique, mais moi justement, en tant qu'économiste, je trouve que le terme de puissance économique est un peu ambigu, parfois même un peu trompeur.
je regardais tout à l'heure les classements de la Chine en parité de pouvoir d'achat. Si on prend le produit intérieur brut, ou je ne sais plus si c'était le PIB ou le PNB par habitant, mais de toute façon, c'est pas très loin l'un de l'autre, en parité de pouvoir d'achat, les données que je trouvais, et là, je ne sais pas si on a les mêmes sources de données avec mes collègues, mais je regardais que la Chine était autour de la 75e place, selon les classements, alors que les États-Unis, par exemple, se trouvent autour de la 10e place. Alors, il est vrai que la Chine étant un pays unifié et très centralisé, oui, elle pèse comme puissance économique au sens où le gouvernement chinois peut prendre des décisions qui affectent tous ses citoyens et que s'ils décident de se priver des produits que leurs citoyens veulent importer depuis l'étranger, effectivement, ils peuvent le faire unilatéralement. Et c'est une arme économique. Alors, c'est une arme qui consiste à se tirer une balle dans le pied, mais enfin, c'est une arme quand même. Et donc, en cela, ils sont une puissance économique. Maintenant, est-ce que pour autant le fait d'être une puissance économique bénéficie à leurs habitants? De manière très inégale, j'ai envie de dire. Et a priori, d'après ce que disent les données économiques, si on considère les habitants comme étant l'unité pertinente, en ce cas-là, apparemment, il vaudrait mieux être un Irlandais, un Norvégien, un Singapourien ou un Hongkongais plutôt qu'un Chinois, même si je sais que les Hongkongais sont juridiquement chinois ou presque. Donc finalement, voilà, la puissance économique c'est une chose, la puissance économique, la liberté économique et la prospérité économique individuelle c'est encore autre chose, et puis le degré de liberté compte. C'est-à-dire que, est-ce que les pays qui ont le plus de souveraineté dans leur cyberespace sont les pays qui attirent le plus les citoyens pacifiques qui veulent y vivre? Pas forcément, je vois assez peu d'Américains se presser pour aller en Chine, sauf quand ils ont des salaires très élevés et qui peuvent se payer une vie assez confortable et surtout temporaire en Chine, ou ça marche aussi pour la Russie ou pour l'Iran, hein. Vous comprenez que le raisonnement s'applique tout autant, à mon avis. En revanche, l'inverse, bien sûr, vous voyez bien qu'aux États-Unis, il y a d'énormes communautés de tous les pays du monde, et en particulier de pays comme la Russie, la Chine et autres, qui se précipitent pour aller aux États-Unis. Donc finalement, paradoxalement, le manque de souveraineté sur les frontières du cyberespace n'est peut-être pas une mauvaise chose pour les citoyens. Maintenant, cet après-midi, j'interviendrai de nouveau pour vous parler d'un aspect tout à fait complémentaire, à mon avis, de ce problème-là, qui est l'aspect monétaire. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'on avait le contrôle... Ouais, je fais très vite. On avait globalement le contrôle sur les choses matérielles et beaucoup moins de contrôle sur les choses immatérielles. Eh bien, il y a une chose qui est fondamentale aujourd'hui, et ça, à peu près tout le monde le reconnaît, c'est l'arme monétaire dans la guerre économique. Si toutefois on voit les choses en tant que guerre économique, mais comme beaucoup d'acteurs le voient ainsi, finalement on est bien obligé d'en parler. Or, cette monnaie, elle-même est un bien d'information, et purement un bien d'information. C'est ce que nous ont montré l'invention des crypto-monnaies, et donc je vous en dirai plus cet après-midi. Mais à partir du moment où la monnaie peut être purement réduite à sa forme informationnelle, ça veut dire que la souveraineté sur la monnaie va techniquement avoir énormément de mal à s'exercer. Et ça, je pense que c'est un des défis du futur. Alors, pas dans les 5 ans qui viennent, mais plutôt dans les 10, 15, 20 ou 50 ans qui viennent. Mais je pense que les conséquences seront très intéressantes. Et un dernier point, mais que je ne développerai pas parce que le temps me manque, c'est qu'aussi la souveraineté des États repose largement sur le secret d'État. Or, aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe, par exemple, avec l'affaire Edward Snowden, qui a révélé les pratiques illégales des renseignements américains qui ne respectaient pas leurs propres lois en matière de collecte des données, non seulement de citoyens américains, mais surtout de citoyens étrangers, et procéder à de l'espionnage économique assez sauvage, on va dire. Edward Snowden, aujourd'hui, est réfugié en Russie et est invité sur les plateaux de télé américains en passant par des connexions Internet, justement, alors que le gouvernement a voulu, alors je ne sais pas s'ils ont réussi finalement, il faudrait que je regarde où ça en est, a voulu faire interdire la sortie de son livre. Et bien sûr, vous vous doutez bien qu'il est extrêmement facile de se procurer son livre, ne serait-ce qu'en forme numérique, et que, comme je vous ai dit, il peut aller parader sur les plateaux télé, alors qu'il est considéré comme un ennemi public par le gouvernement américain. Donc ça nous en dit beaucoup, je pense, sur la frustration que peut créer le manque de frontières du cyberespace chez nos gouvernants. Je vous remercie.